Nous sommes avec Alexis Génie, La conquête des îles de la terre ferme. Effectivement, il y aurait dû aussi avoir avec nous ce matin Michel Lebris pour Kong. On parlera de son livre, il n'a pas pu venir malheureusement, mais voilà, il est avec nous par la pensée, puis on aura l'occasion de se référer à son livre parce qu'il y a des convergences finalement entre ces deux ouvrages. Pas seulement le fait que Alexis et Michel se réfèrent à l'histoire, aussi, et on en parlait avant même de commencer le plateau, sur ce goût du grand spectacle. Parce qu'effectivement, dans la conquête des îles de la terre ferme, Alexis Génie nous parle certes de la chute de l'Empire aztèque, mais surtout, j'ai envie de dire, de la trajectoire d'un homme qui n'était pas forcément destiné à vivre l'aventure qu'il va vivre, c'est-à-dire à être aux côtés de Cortés, de vivre des conquêtes, de vivre des cruautés, de vivre des barbaries. Et on est toujours plongé dans une dimension spectaculaire, avec des gens qui jouent leur destin et puis qui jouent aussi celui du monde. Alors pour débuter, Alexis, on s'était promis de le faire. Ici, au Festival de Laval, on en a parlé hier, de ces deux belles revues, la revue Intranquillité et la revue Apulée, qui sont de magnifiques objets littéraires. Et dans cette revue Apulée, il y a un texte de Michel Lebris qui, dans Kong, lui, nous parle de deux personnages, Cooper et Shotzak, qui vont être les créateurs d'un film que vous connaissez tous, le fameux King Kong. Mais Michel Lebris explique bien dans le livre que cette création de film repose sur plein de cheminements, plein de hasards, plein de rencontres. Bref, Michel Lebris, dans Apulée, nous livre ce texte qui s'intitule « Pourquoi aimons-nous la guerre ?» Il écrit « Je sais, nous voulons tous la paix, mais nous nous faisons la guerre. Nous n'en finissons même jamais de nous faire la guerre. Et nous mettons un tel acharnement à nous entretués malgré nos protestations pacifistes que le moins qu'on puisse faire est de s'interroger. Et pourtant, une bonne fois du rabâchage, des faux bons sentiments et des pensées édifiantes, alors oui, quitte à choquer, pourquoi aimons-nous la guerre ? C'est ce qu'écrit Michel Lebris dans ce livre. Et puis il dit aussi, la Grande Guerre, tout nous y ramène parce qu'avec elle commence le temps moderne, un monde, oui, disparu, comme si toute amarre rompu, il s'était autodétruit avec une rage aveugle jusqu'à ne plus rien laisser de lui, à commencer par le plus intime de chacun. Alors, Alexis Génie, ce n'est pas une information spectaculaire, mais comme vous avez quand même beaucoup écrit aussi sur la guerre, voilà, ce lien, bien sûr, on est, comme disait Michel à l'instant dans le texte de la revue Apulée, on est tous animés de très bonnes intentions pacifistes, on est tous pour l'amour de son prochain, mais quand même, parce qu'on le découvre aussi dans la conquête des îles de la terre ferme, c'est quand même pas des gens qui sont d'une politesse extraordinaire. Quand on va conquérir, on envoie des gens au combat, il y a du sang qui coule, on peut même on se mange même entre êtres humains. Hein, voilà. Est-ce qu'il y a une fascination, même si c'est pour la bonne cause, du roman et de l'histoire ? Alors, une fascination sûrement. C'est-à-dire qu'il existe un genre littéraire du roman qui parle de guerre. Et il existe aussi un genre cinématographique du film de guerre. Et quand on va voir un film de guerre, la salle est pleine. Aucun de ceux qui sont dans la salle n'ont jamais fait la guerre et la feront jamais. Et pourtant, ils sont là. Alors, il y a une fascination pour l'idée de la guerre, pour le théâtre de la guerre, alors pas pour la guerre véritable. On est tous d'accord pour dire que la guerre véritable, c'est une pure horreur. Mais après, il y a une fascination pour sa représentation, pour ce qui s'y passe. Alors pourquoi ? Eh bien, ça me fait penser au début de ce livre chinois très ancien qui s'appelle « L'art de la guerre » de Sun Tzu. Et une des premières phrases de ce livre, c'est « L'art de la guerre, c'est la province de la vie et de la mort ». Et c'est en gros... le livre de guerre ou le film de guerre, c'est une façon de parler de choses profondes et fondamentales que sont la vie et la mort, que sont la violence, le rapport à l'autre, mais de façon exacerbée, de façon très, très théâtralisée. Et c'est vrai que c'est une fascination profonde pour tout simplement notre condition humaine, c'est-à-dire notre mort, la mort des autres, et puis finalement, par différence, notre vie intense. Le livre qui parle de guerre, finalement, ça parle de la vie à son plus haut degré d'intensité, même si la réalité de la guerre, c'est tout à fait autre chose. Et la guerre en elle-même n'est pas un sujet, comme avait dit un auteur hier, parce qu'elle est suffisamment dramatique pour exister par elle-même, mais il y a une part d'imaginaire que le romancier peut s'accorder. Et par ailleurs, il y a un autre élément qu'il est important de rajouter maintenant, puisque
Alexis a promis d'y répondre. N'hésitez pas à poser vos questions, puisque le cadre s'y prête, et ce n'est pas tous les jours finalement qu'on a la chance d'avoir un auteur qui est là, prêt à répondre à vos questions. Et il y a une autre question qu'on se pose, qu'on a dû vous poser 43 000 fois, donc pardon, mais c'est le rapport à l'histoire, puisque dans Kong, Michel Lebris nous parle quand même d'une histoire réelle. Dans La conquête des îles de la terre ferme, vous partez de sources historiques. Il n'y a pas une totale part d'imaginaire du romancier. Et dans Kong, justement, et ça va sans doute vous faire réagir, Alexis, Michel Lebris écrit à la fin de son livre, à la fin de ce livre consacré à toutes ces années qui ont jalonné la préparation du film King Kong, il écrit « L'histoire et la littérature entretiennent depuis toujours des rapports difficiles. Donc, ce qu'il est convenu d'appeler roman historique ne présente qu'un aspect dégradé quand il n'a d'autre ambition que d'agrémenter l'histoire de quelques pittoresques. Il n'en est pas toujours allé ainsi. Les chroniques du Moyen-Âge nous paraissent à la jonction des deux. Le problème commence avec l'apparition du roman à travers la matière de Bretagne, quand s'affirme l'idée d'une transcendance de la personne, cherchant sa voie dans le chaos du monde, se perdant, se trompant, se mentant à elle-même, mais malgré tout, éprouvant sa liberté face à tout ce qui prétend la déterminer et la contraindre. Et Michel Lebris rajoute « L'historien s'attache à l'exactitude des faits, non sans s'illusionner parfois, qu'il s'efforce de lier en des séries causales qui elles-mêmes s'articuleront en une synthèse, un récit. En somme, il vise même, s'il est devenu prudent sur le sujet, tant ces synthèses varient, il vise le vrai. C'est ce à quoi ne peut ni ne veut prétendre le romancier, même si le fictif n'est pas le vrai, il n'est pas non plus le faux, et c'est là que l'affaire devient passionnante. » Donc on voit que le débat est passionné, et vous aussi, Alexis, avant de pénétrer dans votre roman, il y a, c'est joliment intitulé, il y a avertissement. Alors on se dit, de quelle nature va être l'avertissement, puisque avertissement, ça veut dire que c'est sérieux, que l'heure est grave. Et vous écrivez, ce qui est raconté ici est vrai, mais à la manière d'un roman qui use du réel, comme un tableau, use des couleurs en tube. Et vous rajoutez, et quand chroniqueurs, historiographes et historiens n'étaient pas d'accord, produisant diverses versions incompatibles entre elles, car tous mentent ou rêvent, il fut décidé sans hésitation que la version la plus romanesque serait la bonne, car, comme rappelé plus haut, il s'agit d'un roman. Alors, ça veut dire que vous avez dû opérer un petit arbitrage. Bon, vous avez l'habitude, puisque vous avez déjà sillonné les chemins de l'histoire pour nourrir votre œuvre, mais voilà, il a fallu faire un petit arbitrage, parce qu'on est vite submergé par les sources. Alors, pour le domaine aztèque, on n'est pas tant submergé par les sources parce qu'elles ne sont pas si vastes, les sources. C'est-à-dire qu'il y a quelques historiens qui ont travaillé là-dessus. Alors moi, je me suis attaché à quelques historiens français, francophones, parce que je lis le français. Un de mes amis qui a un peu participé au bouquin m'a aidé pour quelques ouvrages en espagnol. Et sinon, j'ai beaucoup consulté des chroniques anciennes. Des chroniques d'époque qui ont été écrites par des gens qui, censément, ont vécu les événements. Il y en a 4 ou 5, de différentes tailles. Ça va de 50 pages à 3000 pages. Et puis après, le rôle de ceux qui ont écrit ça est différent. Il y a ceux qui ont vécu les choses, ceux à qui on les a racontées, ceux qui ont été des biographes 20 ans plus tard. Enfin bon, c'est très différent. Et il y a à peu près les mêmes éléments qui reviennent dans ces chroniques, bien sûr. Mais, en fait, on se rend compte que tous mentent. Alors, pourquoi ils mentent ? Parce que tous ont quelque chose à défendre, quelque chose à cacher, quelque chose à vendre, etc. L'idée de faire de l'histoire au XVIe siècle, ce n'était pas encore inventé. La science historique n'existait pas. Pardon de vous interrompre parce que c'est important ce que vous dites. Vous dites tous mentent. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'histoire pour l'histoire. À chaque fois, il y a un dessin politique derrière. Absolument. Il y a toujours une motivation. Celui qui a écrit la chronique, il a une motivation. Soit c'était à la gloire d'un tel, soit c'était pour prouver que l'autre avait dit des mensonges, etc. Et on voit que même les détails ne sont pas. Il y a des tas de détails qui ne correspondent pas d'une chronique à l'autre. C'est pour ça que je me suis dit, moi, la vérité historique de ce domaine-là, c'est pas mon problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est faire un roman. C'est essayer d'aller à la vérité humaine de ces événements. Donc,
je vais me faire plaisir. Et quand il y a plusieurs versions contradictoires, là où c'est le plus romanesque, là où ça me fait le plus rêver, là où ça fait la plus belle scène, ben ça sera vrai. Pour une fois, on va dire, la réalité, eh bien, elle est romanesque. Et c'est un peu ça qui m'a guidé, sachant que quand même, le cadre général des choses est tout à fait authentique. Il y a un certain nombre de personnages qui sont tout à fait réels, qui ont existé. Le portrait de Cortés que je fais, il est compatible avec les traces que l'on a dans les chroniques, mais il faut savoir que les chroniques ne sont pas psychologiques, ne sont pas, c'est pas du tout du roman, ni d'analyse psychologique, ni de l'histoire sérieuse, de type scientifique. Donc il y a des éléments. Simplement, moi j'ai collecté les éléments et j'ai fait un personnage qui est compatible avec ces éléments. Mais ce qui est amusant, c'est que quand on lit les historiens sérieux du domaine aztèque, on se rend compte qu'ils se heurtent au même problème. Ils se heurtent à ce problème terrible qui est la destruction systématique de la civilisation aztèque. C'est-à-dire que les Espagnols, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé un monde très complexe, très peuplé. C'est-à-dire que dans le Mexique central, ce qui faisait à peu près 500 000 km², la surface de la France, il y avait 25 millions d'habitants. 25 millions d'habitants, c'est-à-dire comme en France à l'époque. Et c'était une civilisation très, très élaborée, avec un cadre social extrêmement complexe, etc. Il y avait des savants, il y avait des prêtres, il y avait des livres. Et tout a été détruit, systématiquement, parce que les Espagnols ont entrepris de convertir tout ce monde à la religion catholique. Et donc, ils ont détruit toutes les traces de l'idolâtrie. Et donc, ils ont liquidé les prêtres, ils ont brûlé les livres. Et donc, il ne nous reste que ce qui a été écrit après. C'est-à-dire que ce qui a été écrit après, ce sont des franciscains, voire des Indiens élevés dans des couvents franciscains, qui ont fait des travaux d'ethnologie, mais tout est vu à travers le filtre franciscain ou dominicain. Enfin bon. Et donc, nous manquons véritablement de traces. Nous avons des traces muettes, c'est-à-dire des traces archéologiques, des choses dont on ne sait toujours pas ce que c'est. Par exemple, le gigantesque temple de Teotihuacan dans la banlieue de Mexico, il était là avant que les Aztèques arrivent. On ne sait toujours pas qui l'a construit. Les Aztèques ne le savaient pas et nous ne le savons toujours pas non plus. Et il y a comme ça une sorte d'obstacle temporel, il y a une sorte de mur qui correspond à la destruction de la civilisation aztèque. Comment faire pour savoir ce qu'il en était des Aztèques ? Eh bien, les historiens font leur boulot, ils cherchent, ils mettent des traces. Et puis à un moment donné, ce qui est fascinant dans les historiens qui travaillent sur cette période, c'est qu'ils se mettent à rêver. Ils se mettent à enfourcher leur dada. C'est-à-dire qu'il y en a un tel qui imagine un Cortés quasiment homme du XXe ou XXIe siècle. Tel autre veut réhabiliter Montezuma. Tel autre veut rêver sur la ville de Mexico, etc. Et on se rend compte qu'en lisant ces livres d'historiens très sérieux, on se rend compte qu'ils ont en leur cœur une motivation un peu romanesque qu'ils cadrent, parce qu'obligatoirement, donc, leur métier, c'est de pas se laisser aller quand même à l'imagination, mais ils doivent nourrir leurs travaux d'imagination, puisque il y a un manque de documents. Et ils ne s'en privent pas, et chaque fois que des historiens se consacrent au monde aztèque, on se rend compte qu'ils ont une sorte de passion romanesque pour ce monde aztèque, ils ont rêvé ce monde aztèque. Simplement, après, ils font un travail d'historien sérieux, mais on sent ce rêve. Et en fait, j'ai fait la même chose, c'est-à-dire que j'ai rêvé à fond ce monde aztèque qui me fascinait depuis très longtemps, depuis que j'étais gamin. Parce que cette histoire-là, je l'avais lue dans une version pour enfants. Édulcorée alors. Complètement édulcorée. C'était 4-5 pages dans la sélection du Reader's Digest. Donc c'était très... que j'avais trouvé chez mes grands-parents. Voilà, un truc des années 60, avec des gravures, des illustrations tout à fait convenues. Mais cette idée ce monde me fascinait. Et cette fascination est restée intacte jusqu'au moment où je me suis dit, tiens, je vais donc faire un roman autour de ça. Alors, est-ce que c'est un roman autour du monde aztèque ou est-ce que c'est un roman autour de ma fascination pour le monde aztèque ? Je crois que la deuxième raison est plus forte, parce que voilà, je suis romancier. Voilà, mais dans cette fascination, est-ce que, d'ailleurs, le roman parfois permet de rétablir
ou pas la vérité. Votre personnage, donc innocent, mais c'est un peu un clin d'œil. Il y a 2 clins d'œil d'ailleurs. Il y a le personnage qui s'appelle Innocent. Effectivement, il ne va pas toujours l'être innocent. Et au moment où nous parlons, il y a les cloches de l'Église qui sonnent. Et Dieu sait que l'Église et la volonté de conversion va quand même être un des éléments moteurs de cette histoire. Et un autre élément, dès le début de votre roman, quand votre personnage finalement est installé là où il est installé, donc après avoir vécu toutes ces aventures, il parle de son quotidien avec ce qu'on va appeler de manière générique les Indiens. Et ce qui est fascinant, c'est que votre personnage, qui n'est pas quelqu'un de forcément festif, vu tout ce qu'il a vécu, nous interpelle, nous lecteurs, en nous parlant de ces Indiens, dont il est évidemment l'exploiteur, et il parle de leur humeur triste, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils gardent le silence, ils ne s'aiment plus, ils ne font plus l'amour, ils ne vivent plus, ils sont presque condamnés, ils se condamnent à l'extinction. Donc est-ce vrai est-ce que c'est un élément, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes aussi sur cette chute de l'Empire aztèque. Il y a beaucoup de débats qui disent oui, de toute façon, il y a quelque chose qui reste encore inexplicable, puisque l'historien ne peut pas rentrer dans l'âme de l'individu qui a vécu l'histoire. Finalement, ils se sont laissés mourir, et on a le sentiment d'ailleurs que Innocent, une fois emporté la victoire du conquérant, il n'a pas complètement gagné, parce que ce peuple qu'il a réussi à conquérir ne va pas, entre guillemets, jouer le jeu. Il se laisse mourir, et en plus, il n'y a aucune communication, aucun bruit, il y a du silence, aucun sourire. Et votre personnage Innocent, d'ailleurs, semble même attristé par le fait qu'aucun Indien ne va, comme nous on peut le faire au quotidien, chantonner devant lui, ou avoir ce moment où vous sortez un peu de votre rôle, de votre condition sociale, et vous dites, ben voilà, un peu de chaleur humaine. Ça, c'est quand même un élément aussi qui participe de la fascination. Alors, d'autant plus que le silence est frappant, parce que avant la conquête, les Indiens étaient extrêmement bruyants, au sens où il y avait une pratique permanente du chant et de la danse qui accompagnait toutes les activités. Ça avait beaucoup frappé les Espagnols. C'est-à-dire qu'il y avait des cérémonies quotidiennes, et même le travail était accompagné de musique, de tambours, de chants, etc. Et après la conquête, tout ceci c'est plus ou moins éteint. Alors, à la fois par une sorte de destruction de la société aztèque et puis par interdiction des Espagnols. Alors, la dissolution du monde aztèque, c'est quelque chose qui est vrai, qui est avéré. Alors, je vous parlais des 25 millions d'habitants du Mexique central en 1520. Eh bien, en début du XVIIe siècle, un siècle après, il restait 1 million d'habitants. Donc, une disparition totale. Alors, les Espagnols ne sont pas responsables de tout. Une des grosses causes de mortalité sont les maladies. Ça a été le drame des Amériques. Quand les Européens et leurs animaux sont arrivés en Amérique, il y a eu un choc microbien, c'est-à-dire qu'il y avait des dizaines de milliers d'années que la population américaine et la population européenne vivaient séparées. Il y a eu des développements différents des systèmes immunitaires. Et au moment où les Espagnols sont arrivés, les Européens sont arrivés, en gros, les microbes européens sont répandus en Amérique, et créant une hécatombe absolument inouïe. Et puis il y a eu aussi la destruction de la société indienne. C'est-à-dire que cette société indienne était extrêmement complexe, avec un cadre très très serré, c'est-à-dire qu'il y avait une sorte de... Ça pouvait ressembler peut-être à une société un peu chinoise, c'est-à-dire qu'il y a un empereur qui est quasiment le garant de l'ordre du monde, et tout est organisé, chacun a sa place, le monde est organisé en quartiers, en directions, en couleurs, en dieux, les dieux ont des relations avec les uns avec les autres, chaque population est liée à un dieu, une couleur, une direction, etc. Tous les actes de la vie sont organisés de façon extrêmement serrée. Le sacré et le profane sont totalement mélangés. Tout est symbolique, tout est symbole, tout se renvoie, etc. Et au moment où la royauté centrale s'effondre, eh bien, toute la société se déglingue. Et finalement, ce qui était une organisation complexe et serrée disparaît. Et finalement, la société s'arrête, ne fonctionne plus.
Et ça, c'est quelque chose qui est terrible parce que ça a des conséquences également écologiques, puisque ce monde semi-aride des hauts plateaux mexicains était cultivé de façon extrêmement élaborée. Ça faisait l'admiration des Espagnols. Donc il y avait même des terrains artificiels qui étaient gagnés sur la lagune de Mexico, avec une organisation... pardonnez pour la trivialité, mais même les excréments humains étaient récupérés avec soin pour fertiliser tout ça. Donc, à la grande surprise des Espagnols, tout était organisé, mais tout était réglé de façon autoritaire, avec des cadres très très précis. Quand ceci s'effondre, c'est carrément même l'écologie de la région qui s'effondre. Et donc ça, c'est quelque chose qui est authentique. Également, la baisse de la natalité des Indiens, c'est quelque chose qui a été noté par les Espagnols à Cuba et au Mexique. C'est-à-dire qu'une sorte de dépression de la fécondation, quelque chose d'assez étrange. Une auto-extinction. Une auto-extinction quasiment, parce que finalement, tout le monde symbolique des Indiens avait disparu. Et c'est des choses qui ont été relevées également en Amérique du Nord, au Canada, tout ça. Finalement, l'atteinte symbolique qui a été faite à ces peuples-là. Et puis après, bien sûr, à partir de ça, j'en ai fait autre chose. J'en ai fait une idée plus romanesque, qui est la mélancolie de la conquête. C'est-à-dire que ce jeune homme un peu agité, il va, avec d'autres, ils vont partir vers des lointains, ils vont partir vers les cités d'or, ils vont partir vers... ils vont découvrir la cité de Mexico, posée sur un lac, vision extraordinaire. Et puis, ils tendent la main pour l'attraper. Et au moment où ils l'attrapent, ils n'attrapent plus rien parce que tout se décompose, tout se défait. C'est un peu comme attraper un flocon de neige, finalement. Dès qu'ils se posent sur la main, aussitôt ils font. Avec aussi un autre élément, on aura l'occasion d'y venir, qui est fascinant dans ce peuple, voilà, qu'on va résumer génériquement par les Indiens, c'est la désunion qui existe entre tous ces Indiens. Pourquoi c'est fascinant ? Parce que, d'une certaine manière, il y a un danger qui est identifié, donc l'arrivée de ces Espagnols. Et d'un autre côté, en face, il y a les Indiens. Alors, est-ce que c'est de l'histoire, est-ce que c'est du romanesque ? Mais il y a quelque chose d'étonnant, d'extraordinaire, en ce sens que ces Indiens-là ne réalisent pas une chose qui nous paraît basique, qui est l'unité pourrait nous aider. Plus tard, il y aura des mouvements à Cuba qui diront Pueblo unido jamás vencido, mais c'est une autre époque. Et les Espagnols arrivent très vite à cerner que de toute façon, on peut jouer des rivalités. Et un autre élément, encore un clin d'œil de l'histoire, à l'époque, on parle encore des Indes, évidemment, on connaît les confusions historiques, et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'indien, parce que c'est une société faite de castes. On est très vite surpris de voir que chacun sait exactement où il est, ce qui fait que même dans cette civilisation indienne qui paraît effectivement bien rangée, cela génère, et ça transparaît dans votre roman à travers les pensées des personnages indiens, beaucoup de frustration, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors c'est vrai que c'est une civilisation qui était assez autoritaire, une société autoritaire, d'autant plus chez les Aztèques, qui étaient un peuple militariste, impérialiste, avec des castes sociales très définies, avec un rôle de la noblesse militaire extrêmement fort. Et parce qu'en fait, les Aztèques, c'était le peuple qui vivait autour de Mexico. C'était une sorte de cité-État, de grande cité-État, et qui avait soumis, par la guerre, les autres peuples des autres cités-États qui étaient autour. Mais ils ne les avaient pas conquis, ils les avaient simplement soumis. Et les autres ne supportaient pas très bien cette soumission, parce qu'ils ne se sentaient pas aztèques du tout. C'est-à-dire que les Indiens n'avaient pas de mots pour dire Indiens. Pour eux, c'était un, des hommes, deux, appartenant à tel peuple. Mais à l'époque, en Europe, il y avait des guerres inter-européennes, il n'y avait pas de solidarité intra-européenne. Donc les Indiens ne se concevaient pas comme étant des Indiens par rapport à d'autres, puisque de toute façon, ils n'imaginaient pas qu'il y avait autre chose. Ils savaient qu'ils étaient des êtres humains organisés en différentes cités-États, différentes populations, différentes langues, différentes civilisations. Et quand les Espagnols sont arrivés, eh bien, les peuples soumis ont vu l'occasion de s'allier avec ces hommes qui avaient l'air d'avoir un art de la guerre tout à fait efficace, et ils se sont alliés à eux pour renverser les Aztèques qui les avaient soumis et qui exigeaient chaque année un tribut extrêmement élevé. Un lourd tribut, oui. Un lourd tribut, alors de maïs, de coton, mais surtout de plumes d'oiseaux quetzal, de peaux de jaguar, donc des choses vraiment importantes.
et de jeunes gens. De jeunes gens, pourquoi ? Eh bien pour les sacrifier aux dieux des Aztèques, qui sont le dieu de la pluie et le dieu de la guerre. Et donc, ils ne supportaient pas très bien ce tribut, cette soumission, et ils ont vu là l'occasion de secouer le joug des Aztèques. Et quand on dit l'Empire aztèque a été abattu par 500 Espagnols, voilà, donc il y a une sorte d'étrangeté. Il ne faut pas oublier que derrière les 500 Espagnols, il y avait 100 000 Indiens qui étaient les alliés, qui étaient les guerriers des autres cités-États qui se sont alliés aux Espagnols. Sans eux, les Espagnols n'auraient rien pu faire. Et finalement, Cortés, plus qu'un chef de guerre, c'était un diplomate hors pair. Il a réussi à persuader les autres cités-États de s'allier avec lui pour renverser les Aztèques. Également dans l'autre sens, les dirigeants des autres cités-États ont réussi à manipuler les Espagnols pour abattre leur ennemi commun. Leurs rivaux. Voilà, donc il y avait un jeu diplomatique et Cortés se débrouillait bien dans ce jeu diplomatique. Il a été habile pour avancer ses pions. Voilà. Et c'est vrai que ces sociétés étaient très diverses, n'avaient pas la même langue, pas les mêmes, pas les mêmes dieux, même s'il y a des points communs, vu de l'extérieur, il y a des points communs. Et d'ailleurs, vous parlez de cette société extrêmement dure. C'est vrai, même s'il est tôt ce matin, on peut évoquer cette situation. Vous le racontez très bien dans le roman, et ça ne transparaît pas forcément quand on lit un livre d'historien. Quand les Espagnols, donc ces conquérants, vont pénétrer dans des temples, on identifie le temple à cette idée de spiritualité, de culte. Dans les églises, il y a des encens. Eh bien, en fait, ils sont dégoûtés, c'est le cas de le dire, et le mot est fait, parce qu'ils vont sentir l'odeur de ces morts sacrifiés. Alors, j'ai eu une sorte de vision de ça. J'étais à Mexico, au musée anthropologique. Alors, c'est un très très beau musée. Et il y a une statue de la déesse Coatlicue, qui est la déesse des moissons, de la lune. Enfin bon, elle a plein d'affectations. Et elle grimace de façon terrible. Elle montre ses dents. Il y a les dents qui sortent, les dents pointues. Elle roule des yeux. Et elle a autour de la taille une ceinture de crâne humain. Et on lui faisait régulièrement des sacrifices humains. Bon. Et je me suis dit, c'était dans la pénombre, c'était une énorme statue, et j'étais tout petit en dessous, et je me suis dit, mais quelle horreur! Et les Espagnols, quand ils ont vu ça, c'était dans un temple au sommet de la pyramide, c'était fermé, sans fenêtre, sans lumière, dans la pénombre, vers quelques petites lampes à huile, quelque chose comme ça, et elle était couverte de sang séché, d'ailleurs que les yeux qui sortaient, et donc il devait y avoir une odeur, les mouches, et puis les prêtres tout autour, qui étaient des gens qui accomplissaient des autosacrifices. Alors c'était les intellectuels de la... C'était les lettrés, en quelque sorte. Mais qui avaient une vie ascétique. Donc ils faisaient des jeûnes sans arrêt, ils se coupaient jamais les cheveux, et ils se les barbouillaient de sang. Ça devait être terrifiant. Et là, ils ont dû se dire, mais c'est exactement une vision de l'enfer. L'enfer catholique, et l'enfer catholique à l'espagnol, c'est-à-dire un petit peu spectaculaire, eh ben c'est ça. Ça devait être terrifiant. Et ils ont vu ça dans une ville de 2 à 300 000 habitants. Eux, ils étaient quelques centaines. Et ils se disent, bon, voilà, si au moindre faux pas, on termine là. Et ça a dû être quelque chose de très, très saisissant. Alors après, il faut quand même être raisonnable. Je ne sais pas exactement quelle est l'ampleur de ces sacrifices humains. Ça, les historiens ne sont pas très d'accord pas très clairs là-dessus. Et je ne sais pas non plus quelle est la réalité exacte de tout ce côté sanglant. Est-ce que les Espagnols n'ont pas un petit peu rajouté de côté infernal et terrifiant pour justifier, c'est possible. Oui. Voilà, bon, ça je sais pas, c'est pas très clair, et même les historiens sérieux sont pas très d'accord là-dessus. Mais bon, moi ce qui m'intéressait aussi, c'était le romanesque, et c'était de me dire, oh là là, quel a dû être le choc de ces hommes qui voient ça, et quelque chose qu'ils ne sont pas préparés, qu'ils ne sont pas aptes à comprendre. Et d'ailleurs, vous nous donnez un peu une clé de compréhension de ces événements historiques avant même que l'on rentre dans le livre, puisque vous citez Pierre Chauny qui avait écrit « La conquista est le fruit de la hâte ». En fait, c'est paradoxal de dire ça, mais on sent bien que ces conquérants,
Ces Espagnols ne sont pas préparés à voir l'horreur qui est quand même présente. Et il y a une espèce de frénésie et de rapidité, car il ne faut pas oublier qu'il y avait une fascination pour une matière qui s'écrit en 2 lettres, c'est l'or, enfin en 3 lettres avec le L apostrophe. Vous nous faites rentrer dans cet univers aztèque à travers un personnage, cet innocent, hein, qui a son prénom. Alors, il y a un premier élément psychologique du personnage qui est assez troublant, c'est que votre personnage a une qualité que les autres n'ont pas et qui va lui permettre d'être un témoin privilégié de tout ce qui va se passer, c'est qu'il sait lire et écrire. Et ce personnage aussi, il a une enfance extrêmement dure. Si vous n'avez pas encore lu le livre, vous découvrirez les rapports qu'il a avec son père, si tant est qu'on peut parler de relations, cette espèce de face-à-face et de violence permanente. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il est déjà cet innocent, doué d'une autre qualité physique, il est beau gosse, donc ça va jouer un rôle dans sa trajectoire. Et il y a quelque chose d'intéressant parce qu'on s'aperçoit que rien ne le préparait à être conquérant, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que ce sont des gens qui sont formés, éduqués, on dirait aujourd'hui formatés pour être conquérants, préparés à partir pour l'aventure. Or, ce n'est pas du tout son cas. On pourrait même dire qu'il y a un accident de trajectoire. Finalement, il séduit une dame de la haute société, une dame qui est évidemment mariée, qui trompe son mari avec l'accord de son mari. Et puis, il y a un moment où le bail, entre guillemets, amoureux est terminé et ça va le pousser finalement à partir. Il est obligé de partir. Et vous racontez ce départ. Alors, ce départ, on pourrait l'imaginer extrêmement organisé. Voilà, on a décidé de conquérir, prenez le bateau. Ce n'est pas du tout le cas. Vous nous livrez un extrait de ce voyage par la voix de votre personnage. Et il explique, voilà, les conditions de son départ. Il est à bord du bateau. Et il écrit, par exemple, 22 marins et 10 passagers partageaient cette cabane de planches, sans compter les animaux dans la cale, des poules serrées dans une grande cage, si entassées que je ne savais pas combien elles pouvaient être dans cet édredon mouvant d'où émergeaient brusquement des têtes inquiètes, et les 3 cochons dans leur parc qui chiaient dans une caisse de sciure. Tant qu'il y eut de la sciure, il y avait une grande valeur. Ils avaient une grande valeur, surtout le verra énorme et suffisant, accompagné de 2 truies fiévreuses qui, dans l'obscurité, lui flairaient sans cesse les génitoires. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. Francisco Escobar les emportait aux Indes, et au cours du voyage, il me répéta plusieurs fois d'un air rêveur, « Là-bas, ils se multiplient merveilleusement, merveilleusement. » Le mot me paraissait étrange en voyant luire les petits yeux durs du verra perdu dans le pli de sa chair, mais les 2 truies, par leur enthousiasme, confirmaient l'aspect merveilleux de la promesse. Tout ce monde était enfermé dans ce qui était la plus étroite et la plus solide des prisons, bien qu'elle ne comporte pas de chaînes et aucune porte. Il était impossible d'en sortir avant la fin de notre peine, impossible d'échapper à nos compagnons de voyage. Il faudrait jusqu'au bout les supporter et accepter leur présence, tant que nous glissions sur l'eau lisse du Guadalquivir, à travers les prés couverts de fleurs qui vont vers la mer, des prés si incroyablement plats que la rive n'est qu'un trait sous un ciel qui prend toute la place. On aurait pu croire être dans une carriole bien suspendue, avançant sur un chemin de sable. Sauf qu'après, évidemment... Après il faut traverser l'Atlantique. Alors, là aussi, bon... sur le côté impréparation, bon, c'était le Far West, en fait, là-bas. C'est-à-dire que la couronne d'Espagne ne s'occupait pas de ces colonies au début, hein, avant que l'Amérique soit conquise, quand il n'y avait que 1492 ces colons, on découvre Saint-Domingue, on découvre Cuba, la Jamaïque, etc. On découvre la Castille, on commence à s'installer là-bas. Et donc là, mon roman, il se passe 20 ans après. Et 20 ans après, on n'a pas découvert beaucoup d'or, on n'a pas découvert grand-chose. La plupart des gens qui sont partis là-bas sont morts des fièvres, etc. Et la couronne d'Espagne ne s'en occupe absolument pas, ça ne l'intéresse pas, ça ne rapporte rien. Et donc, il y a des gens qui y vont, comme ça, pour des raisons personnelles. Alors, ça peut être n'importe qui, ça peut être des bandits, ça peut être des bergers, ça peut être des artisans, ça peut être quelques petits nobles. Là, dans mon cas, c'est un petit noble désargenté. Alors oui, il a appris un petit peu à lire et écrire, mais autrement, familialement, il a appris à se servir d'une épée, et puis c'est tout. Les hidalgos, c'était ça, c'était des gens un peu teigneux, agressifs, qui savaient se servir d'une épée. Et après, traverser l'Atlantique, ça dure 6 semaines. On est dans une caravelle en bois, dans un état approximatif. On paye son voyage individuellement.
Ça coûte, alors j'ai cherché, j'ai fini par trouver que ça coûtait 12 castellanos, donc des petites monnaies d'or. Il fallait donc payer sa nourriture ou la porter avec soi. On transportait des produits espagnols pour les vendre à la colonie, des animaux, etc. On était super serré. Il y avait 30 ou 40 personnes sur un bateau qui n'est pas plus grand que le chapiteau, quoi. Et on devait passer 5 à 6 semaines là-dedans. Et donc c'est ça, la conquête, c'est un truc de briquet de broc. J'en suis un ami qui a lu le livre, il m'a dit, écoute, il faudrait que je pose une question là. Je sais que, bon, t'es sérieux comme, quand tu fais des recherches, mais c'était vraiment comme ça. C'était vraiment des pieds nickelés comme ça. Mais moi j'imaginais que c'était toute l'armée du roi d'Espagne comme ça, avec tout en armure, trompette et tambour. Il dit non, c'est pas ça du tout. C'est vraiment des pieds nickelés. C'est vraiment une bande de types, un ramassis de types de hasard. Et ils sont à Cuba, et puis ils organisent des start-up de conquête. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils se disent tiens, il y a peut-être quelque chose là-bas. Alors ils mettent de l'argent sur la table, ils achètent des bateaux, des armes. Il y a des gens qui empruntent pour acheter des armes. La plupart, 90%, n'ont jamais été soldats. Donc ils achètent des armes totalement hétéroclites, un truc pour la tête, un plastron, et puis une épée, une hallebarde, et qui rembourseront quand ils auront piqué de l'or aux Indiens, et ils partent. Et la plupart ne vont nulle part. La plupart se perdent dans les marécages, sont tués par les Indiens, tournent en rond, et puis jusqu'à disparaître. Et l'expédition de Cortés est tombée sur quelque chose. Et ça, c'est une de celles qui a marché. Mais il ne faut pas croire qu'il y a eu un projet de conquérir le Mexique. Il y a eu 1000 projets improvisés qui ont échoué pour la plupart. Et puis, au milieu de ces 1000 projets, il y en a un qui a marché. Et même l'histoire du Pérou, qui a eu lieu 20 ans plus tard, c'est Pizarro, qui avait participé à l'expédition de Cortés, qui se dit il y a peut-être quelque chose ailleurs. Et pendant des années, il va essayer d'explorer le Pacifique, de descendre sur la côte. Il ne trouvait rien. Il a fait au moins 2, 3, 4 expéditions qui ont échoué. Il s'est obstiné. Et jusqu'à trouver, paf, les Incas. Mais alors là, c'est une histoire qui est beaucoup plus difficile à raconter de façon romanesque, parce que dès la première minute, c'est le massacre. Alors que ce qui me fascine dans l'histoire de Cortés, c'est que ça a duré longtemps. Ça a duré 2 ans. Et en 2 ans, ils ont eu le temps de presque se connaître. Ils ont failli se rencontrer. Ils ont pu, même certains de l'expédition ont appris la langue. Il y a eu des liens qui se sont créés, des liens même individuels. Il y a eu quelque chose qui a eu presque lieu. Et à la fin, bon, bien sûr, l'Empire aztèque a disparu. Et c'est ça qui me fascinait. C'était aussi le côté mélancolie de la conquête. Il y a Le Clésio qui a fait un bouquin là-dessus, qui s'appelle Le rêve mexicain, qui parle de la même chose. C'est-à-dire, ce qui aurait pu. Et oui, on a abordé un autre monde, on a failli l'avoir, et puis il a disparu. Et il y a une grande mélancolie de ce monde disparu. Ça leur échappe. Et alors, il y a un autre élément, on s'achemine tranquillement vers la conclusion, donc si vous avez des questions, comme on dit, c'est le moment. Il y a un autre élément qui converge entre vos deux romans, c'est cet autre fait, le fait que dans Kong, Michel Lebris nous parle finalement de la construction d'un... que si l'on revient à l'histoire du film King Kong, au départ, ceux qui l'ont imaginé, Cooper et Schoedsack, ces 2 héros, ce sont des gens qui ont fait la guerre, et ils sentent qu'après la Première Guerre mondiale, il y a un nouveau monde qui est en train de naître, et notamment le fait qu'on ne pourra plus représenter l'horreur comme avant la Première Guerre mondiale, que les choses ont changé. On est dans cet entre-deux-guerres, dans une période, comme l'explique Michel Lebris dans Kong, de fascination pour le monde sauvage. Il y a un couple de célèbres explorateurs, les Johnson, qui passent leur temps à filmer des pygmées. On a même des scènes de pygmées qui dansent sur des airs de jazz qui leur font entendre en apportant le matériel musical. Donc ils savent que quelque chose est en train de changer, que le réel, la magie ou l'horreur du monde ne doivent plus être représentées comme avant, parce qu'on a vu des horreurs insoutenables pendant la Première Guerre mondiale. C'est donc de monde nouveau dont parle Michel Lebris dans Kong. Et finalement, vous aussi, Alexis Génie, comment vous vous placez par rapport à cette idée du monde nouveau ? Parce qu'à un moment, pour pousser jusqu'au bout la pensée, vous faites parler Cortés. Et donc, en fait, effectivement, il y a les inquiétudes. Votre personnage compare l'inquiétude à l'alcool. Il dit « L'inquiétude est un alcool pur qui me brûle
m'anime et me donne le sentiment de comprendre toute chose dans un accès de terreur. Donc il y a un rapport à la peur. Et Cortés explique au personnage, à Innocent, en lui disant « Finalement, tu aurais dû aller à l'université plutôt que de courir les Indes. Mais ce que je vois, c'est que nous sommes dans une ville trop grande pour nous. Et à la moindre faute, c'est nous qui serons couchés sur la pierre. Et c'est notre cœur qui sera brûlé. Et c'est notre sang qui éclaboussera les murs pour aller épaissir encore cette pourriture. J'ai bien pensé que je pourrais mourir en partant à l'aventure. Mais pas comme ça, Innocent, pas comme ça. C'est-à-dire que monde nouveau ou pas monde nouveau, ou déclin d'un monde ancien, comment on se place par rapport à ça? Parce que c'est un sujet fascinant, évidemment, pour le romancier que vous êtes. Alors, moi, clairement, je me suis placé dans la tête des Espagnols. Parce que, me placer du côté des Indiens, pourquoi pas, ça aurait été une possibilité, mais j'ai quand même eu peur un peu de l'imposture, de créer des Indiens à mon image, ce qui est quand même n'aurait pas été... voilà, donc je ne l'ai pas fait. J'ai préféré rester dans la tête des Espagnols et dans la tête d'un Espagnol qui a l'espoir d'un monde nouveau. Parce que ça a été... Enfin, ce qui est extraordinaire dans cette histoire-là, c'est que c'est un moment où le monde s'est brusquement agrandi. On ne soupçonnait pas l'existence de l'Amérique et on ne soupçonnait pas qu'en Amérique, il pouvait y avoir un monde aussi développé que le monde européen. Et donc, voilà, il y a une fascination pour cette porte qui s'ouvre, qui ouvre sur un continent, une société, une civilisation autre, une autre humanité. Là, il y a un enthousiasme à la fois du personnage et puis du romancier, parce que c'est fini maintenant. Il n'y a plus de monde nouveau. Il n'y a plus de... Veut dire, la Terre, on la connaît, la Terre, elle est ronde, on a recensé tous les continents, toutes les sociétés, toutes les civilisations. On peut toujours aller voir autre chose, mais on le connaît déjà un peu. On a plein d'outils pour comprendre l'altérité. Là, ça a été le dernier moment dans l'histoire de l'humanité où un monde s'ouvrait, un monde totalement étrange. Et pour moi, qui ai beaucoup lu de science-fiction quand j'étais ado, finalement, j'ai pensé ce livre un peu comme un livre de science-fiction. C'est arriver sur une autre planète. Vous savez, c'est Avatar, quoi. C'est un peu cette idée-là. C'est la motivation des romans de science-fiction, elle est un peu là. C'est-à-dire, on arrive sur une autre planète et on voit quelque chose de totalement autre. Et qu'est-ce qu'on fait avec? Et alors, vous dites effectivement, il y a plus de monde nouveau sur cette planète. Mais finalement, vous, en travaillant sur ce livre, vous avez redécouvert ce monde nouveau, entre guillemets, puisque à la fin du livre, au chapitre remerciements, vous remerciez ceux qui ont une contribution, volontaire ou pas d'ailleurs, au livre. Et vous parlez, par exemple, de ce passant inconnu. Vous dites « Au passant inconnu qui nous indiqua un buisson plein de ruines à Villarrica de la Veracruz, où nous voulûmes voir les restes de la première ville de Nouvelle-Espagne. » Ça fait quoi d'aller sur le terrain de l'histoire? Ah bah ça c'est fascinant parce que je suis allé avec des copains au Mexique, on a loué une voiture, on a zigzagué, donc on a fait 2500 km en zigzagant dans le Mexique pour trouver tous les endroits où Cortés avait mis le pied. Et on est allé à Villarrica de la Veracruz, justement, c'est la première ville qui a été fondée par Cortés. J'avais apporté les chroniques d'époque sur ma tablette, donc je lisais les passages pour essayer de repérer la géographie. Ça avait l'air d'être pas mal tout ça. Il y avait la plage en bas où il a détruit ses vaisseaux. Et puis on cherchait les ruines de la maison de Cortés. Enfin bon, et puis on demandait aux gens, puis les gens ils ne savaient pas. Puis il y a quelqu'un qui nous a indiqué dans des buissons qu'il y avait là quelque chose. On va voir. Et en effet, au-dessus de la plage, il y a des ruines dont on ne connaissait pas l'époque. On était tout seul dans notre buisson, là, un peu au-dessus de la plage. On regardait ça, puis on se disait, bon, c'est peut-être ça. Bon, on rêve peut-être, hein, mais on va dire que c'est ça. On va dire qu'on y est, on va dire qu'on est à l'endroit qui a été construit par les hommes de Cortés. Bon, on n'était pas tout à fait dupes, mais on était assez contents de notre découverte. Donc il y a eu un peu l'imaginaire qui a pris le pas sur la réalité. On a joué avec l'histoire, mais complètement. Mais ça, c'est le. Alors après, moi, je crois bien que de toute façon, la réalité, elle est sans arrêt tissée d'imaginaire. J'ai entendu dernièrement John le Carré qui disait un truc tout à fait merveilleux.
la littérature, c'est fait pour essayer de donner une version crédible à la réalité. Voilà, c'est un peu ça, c'est-à-dire que l'imaginaire est une façon de comprendre le réel, parce qu'autrement il est super compliqué. Alors, vous dites effectivement, il y a cette part d'imaginaire qui aide à comprendre le réel. Il y a un autre élément dans le livre qui transparaît, auquel on pourrait ne pas s'attendre, puisqu'on a bien compris, et vous le découvrirez si vous n'avez pas encore lu le livre, que ce peuple aztèque, ces peuples indiens sont en phase d'auto-extinction. Et pour autant, on découvre que ce personnage innocent, donc qui va gravir les échelons du conquérant, plusieurs étapes, va finalement être en ménage avec, on ne peut pas dire sa promise, mais avec une indienne. Et il explique, il parle d'elle, il parle de cette Elvira. Bien sûr, elle ne s'appelle pas initialement Elvira, mais c'est la rebaptisation, si j'ose dire, dans le nom du conquérant. Et il nous parle d'elle à un moment dans le livre. Il dit elle m'a appris un poème, un seul. Cela a pris du temps pour que je me souvienne de ces mots qui avaient pour moi si peu de sens. Je les répétais en les déformant, en les mélangeant. Elle riait. Je faisais des jeux de mots involontaires dont je ne soupçonnais rien. Et elle riait. Allez, recommence. Elle m'a appris à dire en marchant, elle m'a appris à scander les vers, à insister sur le premier mot qui se répète comme une rime à l'envers. Car ici, on insiste sur l'élan. Et quand je lui dis qu'en espagnol, on insiste sur l'aboutissement, que l'on fait rimer entre la fin des vers, cela lui parut très étrange et très risqué. Si on doit se taire au milieu, si on n'arrive pas au bout des vers, alors la poésie est perdue. J'essayais de bien prononcer et ça me chatouillait la gorge, puisqu'évidemment, le héros a appris le poème en langue locale et il rajoute « ma langue dérapée », ça sortait n'importe comment. Et puis à force, j'y arrivais. Ce que cela signifiait, elle me le révéla qu'à la fin, quand je réussis à tout apprendre sans savoir. Alors elle me le dit et je sus. Ce poème disait donc « à présent, ton visage est contre le mien, ton joli visage, ce visage aussi tendre qu'un petit champ de maïs au printemps. Ton visage est un tendre petit champ de maïs, tendre, tendre, tendre. » Cette idée, malgré toute la violence qu'on découvre aussi dans le livre, et on laisse le soin au lecteur de le découvrir, cette idée finalement de ce qu'on appellerait aujourd'hui de couple mixte, c'est-à-dire de rencontre amoureuse forcée ou pas. Il faut dire que cette Elvira est particulièrement maligne, elle apprend très vite l'espagnol, votre héros s'en étonne, puisque lui, évidemment, pour apprendre la langue locale, la prononciation, évidemment, c'est une tâche incommensurable. Cette idée de rapprochement forcé par les circonstances de couple qui se forment, etc., c'est pas qu'une vision du romancier, c'est aussi une réalité. Oui, alors par exemple, Doña Mariña, la Malinche, est cette figure très connue d'une princesse aztèque qui avait été vendue aux Mayas, qui avait été offerte aux Espagnols, et qui est devenue la maîtresse de Cortés, qui est devenue la traductrice des Espagnols, qui a eu un enfant avec Cortés et qui a été reconnue par Cortés, qui a été son héritier. Donc c'est la base du métissage mexicain. Donc les Mexicains, ils ont un rapport très ambivalent avec ça. C'est-à-dire qu'à la fois, ils savent que c'est la base de ce qu'ils sont, et à la fois, avec cette Malinche, c'est un peu une traîtresse. C'est leur mère à tous, mais c'est une traîtresse. Voilà. Donc de toute façon, les Mexicains ont un rapport totalement ambivalent et schizophrène avec leur histoire, parce que c'est une histoire très très violente. Mais voilà, il y a eu quand même quelque chose du lien qui s'est passé. Alors après que moi, je me suis engouffré dedans, c'est mon côté romancier fleur bleue. Dans ce livre que vous avez fait, évidemment, vous n'êtes pas à votre premier livre, donc la question peut paraître étrange, mais chaque roman, ça révèle une part de soi-même. Qu'est-ce que ça vous a appris de vous-même ? Est-ce que ça a révélé des choses, puisque vous avez parlé des souvenirs d'enfance qui avaient été une source d'intérêt pour cette histoire ? Est-ce que ça vous a appris des choses sur vous, sur une persistance à suivre une histoire, à s'accrocher ? Il y a des choses que vous avez apprises qui ne sont peut-être pas dans le roman, mais qui après font la vie d'un homme. Oui, alors c'est vrai que c'est... comment dire alors ce livre, je l'ai fait... je l'ai placé au XVIe siècle pour vraiment faire quelque chose qui soit de l'ordre de l'épique et du romanesque. C'est-à-dire du roman romanesque à grand spectacle, épique. Puisque comme c'était au XVIe siècle, ça m'évitait de me perdre dans des digressions de sciences humaines qui pouvaient être un petit peu disperser le propos. Et je me suis rendu compte aussi que c'était un roman qui était une histoire de garçon. Ça, c'est ma compagne qui m'a dit ça. Tu as encore écrit un roman de garçon. C'est quoi un roman de garçon ? C'est un roman entre hommes ? Voilà, c'est un roman qui sent la sueur, quoi. Et c'est pour ça aussi que ça m'a fait réfléchir sur la place des femmes.
Et du coup aussi, ce personnage d'Elvira, elle est complètement inventé. Elvira, qui est la compagne indienne de La Dino. compagne indienne, elle est inventée, même si elle est un peu calquée sur un personnage historique. Parce que, un monde sans femmes, c'est terrible. Et donc, mais ça n'a pas été facile de leur faire une place dans cette histoire terrifiante. Mais donc du coup, ça m'a fait réfléchir à ça sur le spectaculaire, sur le romanesque, sur hommes et femmes. Et j'espère que ceci me servira pour les romans suivants. Et il y a eu des retours de lecteurs, de gens qui vous dit alors c'était pas ça le Mexique, des étonnements, d'ailleurs y compris de personnes qu'on pourrait appeler des spécialistes de la question qui redécouvrent ce qu'ils sont censés savoir. Non, alors pas trop. Alors si, j'avais consulté une critique assassine sur un blog, semble-t-il quelqu'un qui était très érudit, qui trouvait que j'avais rien compris. Et j'avais rien compris parce que j'avais fait des sortes d'erreurs de traduction. Par exemple, je parlais de pyramide pour les temples, alors que les Espagnols parlaient de mosquée. Bah ouais, mais bon, voilà, si je mets mosquée maintenant, ça va faire bizarre. Oui. Et qui disait qu'on ne sait pas si j'avais fait un roman du XVIe siècle ou un roman du XXIe siècle. Clairement, c'est un roman du XXIe siècle. Un roman du XVIe siècle, je suis arrivé un peu tard pour en faire. Donc, c'est un roman du XXIe siècle, totalement XXIe siècle, totalement contemporain, simplement qui va utiliser l'histoire comme champ romanesque. C'est-à-dire que là, il y a une histoire extraordinaire qui s'ouvre au rêve, à la rêverie, au grandiose, etc. J'ai utilisé l'histoire, mais pour faire un roman contemporain sur la nature humaine, contemporaine et universelle. Voilà, c'est une belle conclusion. Il y a une autre phrase aussi qu'il faut avoir en tête de Malcolm Lowry, que vous citez en ouverture du livre, et qui se révèle être de plus en plus vrai, évidemment, au fur et à mesure que l'on avance dans le récit, qui dit « Le Mexique, où un peuple coloré et génial entretient une religion que l'on peut appeler celle de la mort ». Ce qui est paradoxal. Ah oui, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est le grand mystère mexicain. Voilà. C'est la présence de la vie et de la mort mêlée. Le jour des morts, on était au Mexique à ce moment-là, on va manger des petits crânes humains en sucre. Voilà. C'est un bonbon. Et voilà, on voit le rapport à la vie et la mort qui sont tout relatifs et inversés. Donc voilà, des invitations au voyage, à la découverte et à la lecture. La conquête des îles de la terre ferme, Alexis Génie va être en dédicace, puisque c'est important aussi de vous rencontrer, vous lecteurs. Et puis aussi également, ces deux livres se complètent finalement, le livre de Michel Lebris, Kong. Voilà, des voyages extrêmement enrichissants et qui vous apprendront aussi beaucoup sur vous-même, sur la perception qu'on peut avoir de l'ailleurs. Merci beaucoup Alexis Génie d'avoir été avec nous et merci à vous.